Oui, Monsieur le Président. Au-delà des effets sanitaires, le Covid impacte fortement notre économie. Et après le choc sanitaire, nous rentrons dans une période de choc social de grande ampleur. Et il nous appartient donc de prendre des mesures pour limiter les pertes d'emplois et les dégradations des conditions de travail. Toutefois, si l'urgence est bien présente, il s'agit de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et notre action doit être guidée par quelques principes simples. En premier lieu, notre action doit être orientée vers des productions socialement utiles. La pandémie aura eu le mérite de mettre en lumière ces productions qui, bien malheureusement, ne sont pas protégées contre les effets délétères de l'économie libérale dérégulée. Je pense notamment à des entreprises stratégiques telles Famar ou Luxfer qui sont menacées de fermeture alors que nous en avons grandement besoin. Plus généralement, la crise du Covid nous a fait ressentir les dégâts causés par la course au taux de profit maximum au détriment du développement industriel. La France, membre du G7, une des nations les plus riches du monde, n'a même pas été foutue de fabriquer des masques. Et je ne parle pas de tous les produits de base indispensables à l'industrie pharmaceutique ou chimique. Pire, nous avons tellement déstructuré notre filière industrielle qu'une rupture d'approvisionnement de produits fabriqués en Chine, par exemple, met à l'arrêt des secteurs entiers de notre économie. Donc au-delà de la relocalisation de l'industrie, il s'agit aussi de penser les filières et de prioriser les productions stratégiques pour la nation. Le second principe est évidemment le maintien et la création d'emplois. Au risque de me répéter, je ne crois pas en la théorie magique du ruissellement et je ne partage pas les grandes orientations de votre majorité. Néanmoins, nous pouvons convenir ensemble que nous avons tout intérêt à orienter notre action vers l'économie de proximité, de favoriser le tissu local, l'ESS, l'économie circulaire. En bref, de favoriser les emplois non délocalisables. Il serait par exemple pertinent d'introduire un critère de non délocalisation, c'est-à-dire que les entreprises qui viendraient à quitter notre région devraient rembourser les aides perçues. En troisième lieu, bien sûr, l'engagement régional doit se faire en respectant des critères sociaux et environnementaux. Ainsi, l'égalité salariale femmes-hommes, la lutte contre le harcèlement au travail, le respect des règles sanitaires et de sécurité sont pour nous des évidences, tout comme le sont les critères environnementaux, notamment en ce qui regarde le traitement des déchets, mais aussi les transports ou les process industriels. Sur le rapport qui nous est proposé, je dois saluer le travail de Madame Annabelle André-Laurent et je dois reconnaître que nous partageons certains points, pas tous évidemment, mais certains points de ce rapport. Toutefois, il reste pas mal d'inconnus que je vous demanderai de préciser. Ainsi, qu'en est-il exactement de l'accord de partenariat avec l'État? Pouvons-nous avoir communication des projets dits matures? Enfin, quelles sont les modalités du bonus relance, ou plus exactement, quel en est son périmètre du bonus relance, mais aussi du soutien à l'économie de proximité. Et puis j'ai un point d'alerte particulier sur l'industrie pharmaceutique. Il serait absolument scandaleux que notre collectivité soit amenée à soutenir une entreprise comme Sanofi, qui après avoir distribué près de 4 milliards de dividendes à ses actionnaires, après avoir touché 200 millions d'aides de l'État, a décidé de supprimer 1000 emplois en France. Vous l'aurez donc compris, nous resterons particulièrement vigilants sur l'utilisation des aides régionales. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dubuis.